Alors, bonsoir. Donc, révision sur sciences et chimie analytique. Alors, tout d'abord, le premier chapitre à connaître concerne les réactions acido-basiques. Et donc, ces réactions font intervenir ce qu'on appellera des couples acide-base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple acide-base? C'est un couple constitué d'une espèce qu'on appellera un acide. Donc, un acide est une espèce qu'on connaîtra sous la forme AH ou BH+, c'est-à-dire que c'est une espèce qui va libérer un proton pour former la base conjuguée. Donc la base conjuguée, donc si H perd un proton, sa base conjuguée s'écrira sous la forme A-, ou si BH+ perd un proton, la base s'écrira B. Donc une base, c'est l'inverse d'un acide, va capter un proton pour redonner l'acide conjugué. Alors comme exemple qu'on peut citer, c'est par exemple un acide carboxylique. Un acide carboxylique, c'est caractérisé par le groupe C double liaison O OH, et comme l'oxygène possède deux doublés non liants, il est donc très électronégatif et attire autour de lui les électrons, ce qui fait donc que l'hydrogène associé à l'oxygène est très peu entouré d'électrons et va donc facilement partir sous la forme d'H+. Et donc, l'oxygène, en cassant sa liaison, va récupérer l'électron de l'hydrogène pour former un nouveau doublé, et on aura donc l'espèce qu'on écrira RCO au-, qui est donc l'ion carboxylate. Donc l'acide conjugué, l'acide carboxylique, c'est l'acide, et l'ion carboxylate, c'est la base conjuguée. Autre molécule, l'ammonium, ou l'amine. Donc une amine est un groupe NH2, et on sait que l'azote a 3 liaisons et forme un doublé non liant. Donc l'azote est donc électronégatif, ce qui fait que l'hydrogène, lui, est électropositif. Et donc comme l'azote possède un doublé non liant, l'azote va récupérer un proton pour former l'ion ammonium, et comme son doublé va servir pour faire une liaison avec un hydrogène, on aura donc ici une charge positive, ce qui fait donc que l'amine, vu qu'elle va prendre un proton, c'est une base, ce qui fait que l'acide conjugué, ce sera donc l'ion ammonium. Alors ce qu'on peut avoir aussi, c'est que on peut avoir une espèce qui sera donc acide, qui aura une certaine coloration, et la base conjuguée, qu'on écrira IN-, pourra avoir une autre coloration. Et ça sert pour ce qu'on a fait justement aujourd'hui en TP, d'indicateur coloré acido-basique, c'est-à-dire que ça va changer de couleur pour un pH. Dès qu'on bascule de pH, on change de couleur. Et on passe de l'espèce acide à l'espèce basique, et inversement. Alors, il faut connaître différents couples acide-base. Alors, les principaux, c'est ceux avec l'eau. Donc, on sait que l'eau peut jouer le rôle de base. Et si on lui rajoute un proton, ça va donner l'ion oxonium, H3O+. De même, l'eau peut aussi jouer le rôle d'acide, et donc perdre un proton, et donc à ce moment-là, donner l'ion HO-, donc l'ion hydroxyde. Autre espèce aussi, c'est ce qu'on appelle le CO2 dans l'eau. Et le CO2 dissous dans l'eau s'écrira sous la forme H2CO3, ce qu'on appelle l'acide carbonique. Et donc l'acide carbonique est un acide, comme son nom l'indique, et s'il perd un proton, il donnera l'ion HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate. L'ion hydrogénocarbonate peut lui aussi perdre un ion hydrogène, et donner l'ion carbonate. Ce qui fait donc voilà, qu'on va avoir ici la même espèce qui va jouer le rôle d'acide et de base, exemple pour l'eau, exemple pour l'ion hydrogénocarbonate, et sans que ces espèces-là, qui jouent à la fois le rôle d'acide et de base, vont être appelées espèces amphotères. Autre exemple qu'on a vu, c'est les acides aminés. Donc un acide aminé, c'est constitué d'un ion d'une fonction amine et d'une fonction acide carboxylique. L'amine, ici, va donner l'ion ammonium, donc on a bien un couple acide-base, et l'acide carboxylique, on l'a vu tout à l'heure, donnera comme base conjuguée CO2-. Ce qui fait que finalement, on a une espèce qui va jouer le rôle à la fois d'acide et base,
et donc ce sera aussi une espèce amphotère. Donc pourquoi acide alpha-aminé? Parce que le groupe acide carboxylique et le groupe amine sont tous les deux greffés sur le même atome de carbone. Alors que faut-il pour écrire une réaction acide-base? Pour écrire une réaction acide-base, on a besoin de deux couples acide-base. Le premier, par exemple, dans l'équation, on voit ici qu'on a le couple RCOOH, qui est donc l'acide, et on voit que sa base conjuguée, ça sera donc RCOO-. Ça, c'est donc un premier couple acide-base. Puis, un deuxième couple acide-base, ça sera donc R'NH2, qui sera couplé avec R'NH3+. Donc on voit que l'ion ammonium, on a dit que c'était lui l'acide. Donc ce sera lui qu'on mettra en premier, R'NH3+, slash, donc l'acide en premier, slash la base en deuxième, R'NH2. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est l'acide d'un couple qui réagit toujours avec la base de notre couple, comme on l'a ici. Donc, pour écrire une réaction acide-base, on a donc besoin de deux couples acide-base. Et donc, voilà. Dernière chose à savoir sur ce chapitre, la notion de pH. Donc, le pH se mesure avec un pH mètre qu'il faut étalonner, donc avec, on l'a vu aujourd'hui, des solutions tampons, pH 7 et pH 4, et régler la température. Et donc le pH se mesure par différentes méthodes. On peut avoir un papier pH, donc ça sera précis à l'unité près. On peut utiliser un indicateur coloré comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors on peut utiliser un pH mètre. Le pH mètre va être utilisé comme un voltmètre, va délivrer une tension qui sera proportionnelle au pH. Alors comment déterminer le pH? Le pH est lié à la concentration des ions H3O+ dans une solution. Donc c'est quoi la relation? C'est pH égale moins log de H3O+ sur C0. Alors on est obligé d'écrire un rapport parce que le pH n'a pas d'unité. La concentration d'H3O+ est en mol par litre, et donc si on divise des mols par litre par des mols par litre, on aura bien un rapport sans unité. C0, ce qu'on appelle la concentration standard, elle vaudra toujours 1 mol par litre. Donc en remplaçant C0 par 1, et en connaissant la concentration d'H3O+ dans la solution en mol par litre, on peut en déduire le pH. Si on a le pH et que l'on veut chercher la concentration d'H3O+, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, à ce moment-là, on va utiliser la fonction inverse de la fonction log. La fonction inverse, c'est la fonction 10 puissance. Donc du coup, on va avoir quoi? On va avoir 10 puissance pH, ou 10 puissance moins pH si on inverse, égale 10 puissance, donc ça fera moins pH, pardon. Si je mets moins pH ici, j'aurai bien plus log ici. Et donc 10 puissance moins pH, ça sera égal à 10 puissance log de H3O+ sur C0. Et comme on sait que 10 puissance log, ça revient à faire 1, on aura donc H3O+ sur C0 multiplié par 1 égale 10 puissance moins pH. Ce qui fait que si on cherche donc la concentration d'H3O+, le C0 étant divisé à droite passe à gauche, il devient multiplié, ce qui va donc nous donner C0 multiplié par, ici, 10 puissance moins pH. Et donc grâce à cette nouvelle formule, que l'on retrouve ici, connaissant le pH, on pourra en déduire la concentration d'H3O+ en mol par litre. Donc voilà, bien savoir transformer cette formule dans un sens et dans l'autre. Alors maintenant, deuxième chapitre, l'analyse d'une solution par une méthode physique. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une solution, mais on ne va pas
faire réagir cette solution à quelque chose. On va juste l'analyser. L'analyser en utilisant une propriété physique. Alors, au niveau des propriétés physiques, on en a vu plusieurs. Donc, on a vu ce qu'on appelle tout d'abord des courbes d'étalonnage. Alors, des courbes d'étalonnage, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être à la fois l'absorbance, la conductivité ou la conductance. Alors, je rappelle que la conductance, c'est grand G, c'est égal à l'inverse d'une résistance. On connaît la loi d'Ohm, R égale U sur I. Donc 1 sur R, ça sera donc égal à I sur U. Donc I en ampères, U en volts, R en ohm. Et du coup, G se mesure en Siemens. Mais G, on sait aussi que c'est égal à sigma fois L sur S. L, c'est quoi? C'est la largeur entre les plaques, donc conductrice, qui se mesure en mètres. Et puis S, c'est la surface des plaques en contact qui sont mélangées dans la solution, qui se mesure en mètres carrés. Ce qui fait que le rapport L sur S se mesure en mètres moins 1. Et c'est ça qu'on appellera la constante de cellule. Cette constante de cellule, ce qu'on fait généralement, c'est que lorsqu'on étalonne le conductimètre, constante de cellule, on se débarrasse de cette constante de cellule en étalonnant le conductimètre pour déterminer uniquement la conductivité sigma. Et cette conductivité sigma se mesure en Siemens mètre moins 1. Ce qui fait que si on cherche à mesurer une conductivité, c'est qu'on suppose que la solution qu'on cherche à analyser est ionique, contient des ions, puisque les ions sont conducteurs de l'électricité. Si maintenant ma solution est colorée, si la solution est colorée, la grandeur que je vais utiliser, ce sera donc l'absorbance, grand A. Donc l'absorbance sera liée donc par la loi de Beer-Lambert à la concentration molaire. C'est-à-dire qu'on a la relation avec la loi de Beer-Lambert que l'absorbance est égale à K fois la concentration de la solution colorée. Qu'est-ce que c'est que ce coefficient K? C'est ce qu'on appelle epsilon multiplié par L. L, c'est la largeur de la cuve de spectrophotométrie, et epsilon, on voit que c'est le coefficient d'extinction molaire qui dépend de la longueur d'onde de la solution. On sait que si par exemple on a une solution bleue, on sait qu'elle absorbe dans sa couleur complémentaire. Donc la couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. Donc on sait qu'elle absorbe dans le jaune. Si elle absorbe dans le jaune, c'est qu'elle absorbe vers 500 nanomètres à peu près. Donc ça, c'est la loi de Beer-Lambert. Et si maintenant ma solution contient des ions, je vais utiliser la conductivité. Et bien même chose, je vais m'apercevoir d'après la loi de Colroche que la conductivité est aussi proportionnelle à la concentration. On peut l'écrire sous la forme sigma égale K multiplié par la concentration de la solution ionique. Sauf que, si je considère une solution ionique, par exemple du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, c'est une solution bleue constituée de produits solides CuSO4 solide. Ce sulfate de cuivre, lorsqu'il est dissous dans l'eau, on a une réaction de dissolution, donne des ions Cu2+ en solution aqueuse, plus des ions SO4- en solution aqueuse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de dissolution. On a un solide qui se dissout dans l'eau et qui donne naissance à des ions. Et d'après mon bilan molaire, j'ai 1 mol de produit solide qui va me donner 1 mol de Cu2+, et 1 mol de SO4-. Donc d'après la loi de Colroche, sigma est donc égal alors, à la concentration de chacun des ions, du coup, c'est pour ça qu'on fait la somme, est proportionnel à un coefficient. Ce coefficient, c'est lambda. Lambda, c'est ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique. Et comme on a 2 ions, chaque ion a sa propre conductivité qui sera donnée dans des tables. Donc on aura donc la conductivité molaire ionique de Cu2+, multipliée par la concentration de Cu2+. Mais on sait que dans cette solution, il y a d'autres ions. Il y a aussi des ions SO4-.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la somme. Lambda de S au 4 de moins multiplié par la concentration de S au 4 de moins. Mais comme j'ai une mole de CO2+, j'ai une mole de SO4 de moins. Donc qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que ma conductivité, que la concentration de CO2+ et de SO4 de moins, c'est la même, une mole pour une mole. Donc j'ai exactement la même concentration. Donc je peux dire que comme CO2+, c'est une espèce colorée, SO4 de moins aussi, et ben en fait, comme c'est la même concentration, c'est la concentration C de départ. Donc je peux écrire sous la forme lambda de Cu2+, plus lambda de SO4 de moins, et je peux mettre en facteur, puisque j'ai les mêmes concentrations. Donc la concentration, mettons, ça peut être Cu2+, par exemple, les ions qui sont colorés. Voilà, puisque c'est la concentration de Cu2+ égale la concentration de SO4 de moins. Voilà, donc en fait, connaissant la conductivité, la concentration, on peut en déduire les coefficients de conductivité molaire ionique. Ou alors connaissant lambda, connaissant sigma, on peut en déduire la concentration de CO2+, ou vice-versa. Donc à partir de là, connaissant cette propriété, on peut en déduire ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Alors à quoi sert une courbe d'étalonnage? C'est de préparer déjà des solutions déjà diluées. Donc bien connaître la dilution, bien sûr. Partir d'une solution mère et obtenir une solution fille. Donc on prépare différentes solutions de différentes concentrations, de la plus diluée à la plus concentrée, et on mesure pour chaque solution préparée, soit son absorbance si elle est colorée, soit sa conductivité si elle est ionique. Et on s'aperçoit donc que plus la concentration augmente, plus l'absorbance ou la conductivité augmente, ce qui est donc lié soit à la loi de Beer-Lambert, soit à la loi de Colroche. Et on a donc une courbe d'étalonnage. Cette courbe d'étalonnage va nous servir à mesurer la concentration d'une solution inconnue. Pourquoi? Parce que si notre solution inconnue, on ne connaît pas sa concentration, il suffira d'utiliser cette courbe d'étalonnage et de mesurer la grandeur physique liée à cette solution. Ça peut être soit l'absorbance ou la conductivité. On la reporte sur le graphique, on se sert de la droite d'étalonnage et on en déduit la concentration inconnue. Autre propriété physique que nous avons vue, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie infrarouge. Alors la spectroscopie infrarouge, voilà, ici, voilà, hop. Voilà, donc cette spectroscopie, on a deux types de spectroscopie, UV visible et infrarouge. UV visible, ça veut donc dire, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que si la solution absorbe ici, on voit qu'il y a un pic d'absorption vers 450 nanomètres. Moi, je sais que 450 nanomètres, c'est à peu près du bleu. Ça veut dire que ma solution absorbe à peu près du bleu cyan. Et si ma solution absorbe du bleu cyan, ça veut dire que sa couleur complémentaire, ça veut dire que si elle absorbe le bleu cyan, c'est que ma solution, en réalité, est à peu près jaune orangé, qui est donc la couleur complémentaire du bleu cyan. Donc voilà ce que je peux en déduire. Et donc, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des spectres infrarouges. Alors c'est quoi les spectres infrarouges? C'est un graphique qui représente la transmittance, donc c'est-à-dire l'inverse de l'absorbance, la transmittance, en fonction du nombre d'ondes. Je rappelle que le nombre d'ondes se note aussi sigma et correspond à l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde se mesure en mètres, ce qui fait que sigma, lui, se mesurera le nombre d'ondes en mètres moins 1. Après, il suffit de transformer les mètres moins 1 en centimètres moins 1 pour avoir la graduation en abscisse sur mon spectre infrarouge. Alors, comment analyser un spectre infrarouge? Première chose, on a plusieurs bandes. Ce spectre est coupé en deux, c'est-à-dire que la partie à droite de 1500 cm-1, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Donc cette partie est trop complexe à étudier, c'est l'empreinte digitale de la molécule. On va plutôt s'intéresser à la partie de gauche, où il y a des pics vraiment très caractéristiques. Chaque pic d'absorbance, de transmittance, ici qu'on voit, correspond
À la vibration d'une liaison dans la molécule. C'est-à-dire que lorsqu'on excite la molécule par des infrarouges, une des liaisons va vibrer. Et cette liaison qui vibre va être identifiée dans une table. Alors, quels sont les pics caractéristiques? Le premier pic caractéristique, c'est celui qui est situé vers 1700. 1700 cm-1, c'est ce qu'on appelle le pic qui correspond à la liaison carbonyle, CO. C'est un pic généralement fin et intense, alors qui est compris entre 1650 et 1750, donc aux environs de 1700. Et donc ce pic, on peut le retrouver dans plusieurs groupes caractéristiques. On peut le retrouver dans des amides, comme on le voit ici. On peut le retrouver dans des acides carboxyliques. On peut le retrouver dans des cétones ou des aldéhydes. Et donc voilà, il va être situé vers 1700. Donc s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de pic CO. Ensuite, on a ici une bande située à peu près vers la bande NH, qui est située vers 3100-3300. Et donc là, une bande large et intense, c'est du NH. Mais la plus connue, c'est la bande OH. La bande OH est une bande beaucoup plus large, située entre 3200 ici et 3600. Donc c'est une bande qui sera plutôt située là, qui est très large et intense, qui représente le OH. Autre bande caractéristique, donc le OH d'un acide carboxylique, lui, eh ben, ce ne sera pas 3200-3600. Un OH, c'est-à-dire couplé avec un CO, lui va plutôt sortir vers 3200-3000. Donc là, ce n'est pas notre cas. Donc voilà, il va falloir associer une bande à un groupe caractéristique et reconnaître une molécule. Donc c'est aussi une façon d'identifier une molécule. Voilà. Autre chose aussi, c'est ce qu'on avait appelé si l'espèce est gazeuse. Si on a une espèce gazeuse, on va pouvoir utiliser une loi qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Alors que dit cette loi? Cette loi des gaz parfaits, en fait, elle indique une relation entre la quantité de matière, le nombre de moles, la pression du gaz, le volume du gaz. Alors c'est-à-dire, on a la relation PV, P fois V, égale N fois R fois T. Alors déjà, P, c'est en pascal. V, c'est en mètres cubes. P en pascal. N en mol. R, c'est une constante des gaz parfaits qui vaut 8,31, ce sera toujours donné. Et la température en Kelvin. Donc de cette formule, on peut en déduire du coup, par exemple, le nombre de moles, la quantité de matière de gaz. N égale, du coup ça va donner P fois V sur R fois T. Donc connaissant tout ça, on va pouvoir en déduire le nombre de moles d'une espèce gazeuse. Alors qu'est-ce qu'on sait aussi? On connaît ce qu'on appelle la loi d'Avogadro-Ampère. Cette loi d'Avogadro-Ampère dit que une mole de n'importe quel gaz occupe toujours le même volume. Ça veut dire que lorsqu'on a une mole de gaz, on aura un volume qu'on appellera le volume molaire. C'est-à-dire ça sera toujours le même volume, quel que soit le gaz. Donc si on a n mol, n mol permettront d'avoir un volume grand V. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? Si on fait un produit en croix, on en déduit donc que n égale V sur Vm. Et Vm, qu'est-ce que c'est? Comme on a une mole, ça veut dire que Vm égale RT sur P. Donc le volume molaire dépend de la température et de la pression. Donc ça, c'est dans le cas d'une espèce gazeuse. Juste un petit rappel. Voilà, une petite chose, c'est que dans la formule de Colroche, je vous rappelle que la concentration, c'est important, ne sera pas en mol par litre ici. Elle sera exprimée en mol, donc ça c'est aussi important. S'il y aura des transformations à faire, ce sera des mols par mètre cube, qui est donc l'unité légale. Donc il faudra bien transformer les mols par mètre cube en mols par litre. Alors je vous rappelle, pour faire ça, il faut, admettons que je dis n'importe quoi, vous avez 2 mols par mètre cube. Comment ça fera de mols par litre? 2 mols pour 1 mètre cube. 1 mètre cube égale 1 litre, égale 1000 litres, pardon. Donc nous, si on veut des mols par litre, si on veut pour 1 litre, ça fera combien de mols? Donc là, il suffira de faire 2
fois 1 divisé par 1000 pour avoir des moles par litre. Okay. Alors enfin, dernière méthode, on peut faire donc un suivi par titrage pour déterminer une concentration inconnue. Donc là, ça nécessitera donc une réaction chimique, une réaction qui doit être rapide, totale et unique. Donc ça, c'est la condition pour pouvoir avoir une réaction de titrage, voilà, unique. Donc on a deux réactifs qui réagissent l'un sur l'autre avec des coefficients A et B pour donner des produits. Et donc, lors d'une réaction support de titrage, lorsqu'on sera à l'équivalence, les deux réactifs seront limitants. Il n'en restera plus. Ce qui veut donc dire qu'on aura une relation du style nombre de moles de A sur le coefficient petit a du départ sera égal au nombre de moles de B à l'équivalence ajoutée sur B. Donc ça, c'est notre relation à l'équivalence. Donc, comment ça va se passer? Voilà notre montage. On a donc la réaction, la solution titrée ici. Donc la solution titrée, c'est la solution, on va l'appeler par exemple CA, dont on ne connaît pas la concentration. On connaît juste le volume avec lequel on a prélevé cette solution, qu'on peut appeler par exemple VA. Dans la burette, on va avoir ce qu'on appelle la solution titrante. Donc la solution titrante, qui est marquée là, on connaît sa concentration CB. Et on connaît le volume VB versé à l'équivalence. Donc on utilise une burette graduée, on utilise l'appareil de mesure. L'appareil de mesure, ça peut être un pH mètre ou un conductimètre. Et on va suivre soit la grandeur pH, soit la grandeur conductivité en fonction du volume de solution titrante versée. En ce qui concerne un suivi pH métrique, donc là on va avoir un acide mélangé avec une base qui vont réagir. Donc si on a un acide, le pH est faible au départ, puis lorsqu'on se rapproche de l'équivalence, on va se rapprocher de pH 7. Et si on continue à rajouter de la base, on passe en pH basique. Et donc là, la concentration d'H- va être supérieure à la concentration d'H3O+, alors qu'avant, c'était l'inverse. Ce qui fait qu'on va avoir un saut de pH. Alors pour le saut de pH, pour déterminer l'équivalence, on a plusieurs méthodes. On a la méthode, comme on le voit ici, des tangentes. On trace deux tangentes parallèles aux deux points d'inflexion. On prend la perpendiculaire et on trace la tangente qui passe par le centre et qui coupe la courbe ici à l'équivalence. Et ça nous permet de trouver le volume équivalent. Ou alors la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de la dérivée. On a un saut de pH, donc si on trace la dérivée de cette courbe, on va avoir une courbe comme ceci. Et on voit que la dérivée ici passe par un maximum. Ce maximum passe par le milieu de la courbe ici et nous donne le volume équivalent. Si on utilise la grandeur conductivité, on va avoir donc ici une courbe qui présente deux segments de droite. Alors si la courbe descend, c'est que globalement la conductivité de la solution au fur et à mesure du titrage diminue. Donc ça veut donc dire que les ions les plus conducteurs réagissent entre eux et donc la conductivité diminue jusqu'à atteindre l'équivalence. Et ensuite, si la conductivité remonte, c'est que forcément les réactifs rajoutés, les réactifs ioniques, sont en excès et réapparaissent. Et donc la conductivité globale de la solution augmente. Pour déterminer ce point d'équivalence, on trace deux tangentes avant et après l'équivalence qui se coupent en un point. Et ce point nous donne le volume équivalent au changement de pente. Une fois qu'on a le volume équivalent, on va pouvoir en déduire plusieurs choses. On va pouvoir en déduire, par exemple, une concentration. Dans ce cas-là, si je suis à l'équivalence, je vais peut-être avoir Ca fois Va, mettons. Si j'ai une mole de A d'acide qui réagit avec une mole de base, ben à ce moment-là, j'aurai voilà, CaVa égale CbVb, c'est-à-dire ce qu'on a écrit tout à l'heure, hein, Na sur 1, on avait écrit tout à l'heure, égale Nb sur 1, puisqu'on a 1 et 1 comme coefficient. Et donc, connaissant ça, par exemple, je peux en déduire ma concentration Ca inconnue. Donc, pour trouver Ca, ben, il suffira d'écrire Cb fois Vb divisé par Va. Et on en déduira la concentration Ca. Alors, ça peut être une solution diluée, donc bien penser à
à revenir sur la solution de départ qui peut être diluée 10 fois ou 100 fois, donc bien multiplier ce résultat par 10 ou par 100 pour trouver la concentration de la solution de départ. Donc ça, c'est une concentration molaire. Maintenant, si on vous demande ensuite une concentration massique, la concentration massique, c'est la concentration molaire multipliée par la masse molaire de l'acide. Et là, on aura ce qu'on appelle une concentration massique en grammes par litre. Voilà. Et enfin, ce qu'on peut vous demander, en fait, c'est par exemple retrouver le pourcentage en masse d'une solution. Donc pour ça, c'est quoi le pourcentage en masse? Ben, c'est la masse du produit sur, ou de l'espèce, on pourrait dire, sur la masse de la solution globale. Alors comment est-ce qu'on va chercher ce pourcentage? Donc la masse de la solution totale, pour la trouver, il faut connaître la densité. La densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau, qui elle vaut 1000 grammes par litre, ce qui veut dire que la masse volumique de la solution, c'est égal à la densité multipliée par la masse volumique de l'eau. Et comment je fais pour trouver la masse de la solution? Ben, comme je sais que la masse volumique, c'est aussi égal à la masse de la solution sur le volume de la solution, donc j'en déduis que la masse de la solution sera donc égale à la densité multipliée par la masse volumique de l'eau et multipliée par le volume de solution. Donc ça, c'est ma masse de ma solution. Et enfin, comment je fais pour trouver la masse de l'espèce? Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ben, tout à l'heure, j'avais la concentration molaire. J'ai transformé en concentration massique en multipliant par la masse molaire. Et là, j'ai des grammes par litre. Donc, si j'ai 1 litre de solution, et ben, du coup, je vais avoir la masse de ma solution, la masse de mon espèce, pardon. Donc, je peux en déduire la masse de l'espèce, je peux en déduire la masse de ma solution, et en faisant le rapport des deux, j'ai le pourcentage massique. Voilà. Et enfin, un petit programme Python pour terminer. Alors, qu'est-ce que je peux dire cette fois-ci? Alors, dans ce programme Python, j'ai au départ mes variables. Donc mes variables, c'est quoi? C'est CA, c'est CB, c'est le volume équivalent. Et donc là, j'en déduis donc la concentration initiale CA que je recherche. La concentration initiale, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'équivalence Na égale NB. Donc on a bien CAVA égale CBVB, donc CA égale CB fois VE sur VA. Et donc là, ça me donne la concentration CA, donc c'est la façon de trouver la formule à l'équivalence. Maintenant, avec ce programme, je peux essayer de trouver comment varient les quantités de matière des différentes espèces au cours du titrage. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord, avant l'équivalence, on vous demande de créer ici 20 valeurs de VB avant et après l'équivalence et de calculer les quantités de matière correspondantes en Na+, HO- et en base A-. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a une base, on a AH, mettons, on va dire, plus HO- qui donne du coup A- plus H2O. Voilà mes espèces. Alors qu'est-ce que j'ai aussi? Alors j'ai aussi Na+, qui lui sera spectateur, puisque j'ai de la soude, Na plus HO-, et je retrouverai Na+ aussi à la fin, puisqu'il est spectateur. Donc voilà toutes mes espèces. Donc AH, HO-, Na+, et donc A- qui se forment. Alors qu'est-ce que j'ai donc avant l'équivalence? Le volume VB1, c'est le volume de base que je rajoute et que j'incrémente tous les millilitres, de 0 à VE. Alors comment est-ce qu'on écrit ça? NP, donc la base numpy.NightSpace. Alors je commence par 0, la première valeur, jusqu'à VE.
Donc ça veut dire que je vais de 1 en 1 et j'ai à peu près 20 mesures. Voilà, donc je fais 20 mesures comprises entre 0 et VE. Et qu'est-ce que j'en déduis? Eh ben, j'en déduis que le nombre de moles de Na+, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, comme c'est Na+, ça fait partie de NaOH. Donc NaOH, ça fait partie de la concentration de la base. Donc c'est quoi le nombre de moles d'Na+? Ben, le nombre de moles d'Na+, c'est la base, concentration, fois VB1. Mais attention, 100 ml. Donc n'oublie pas de multiplier par 10-3. Donc ça, c'est ce que je rajoute. Le nombre de moles d'H-, ben, nombre de moles d'H-, ben, étant donné qu'H- réagit tout de suite avec H, ben, dans ma solution, il n'y en aura plus. Donc la concentration vaut 0 fois VB1. Ça fera toujours 0 pour OH-, donc avant l'équivalence. Et ensuite, j'ai, comme espèce ionique, j'ai A-. Donc nombre de moles de A-, ben, qu'est-ce que c'est? Et ben, comme je fais réagir, je rajoute plutôt une mole d'Na+, ben, quand je rajoute une mole d'Na+, qu'est-ce qui se passe? Il se forme une mole d'A-. Donc, quel sera le nombre de moles d'A- formé? Et ben, ça sera le même que le nombre de moles d'Na+ rajouté. Donc ça sera la même formule ici. Donc voilà ce que j'ai avant l'équivalence. Après l'équivalence, qu'est-ce qui va se passer? Donc après l'équivalence, ce qui va se passer, c'est donc que on sera compris entre VB2, ça va s'appeler VB2, volume de base, et égale np.namespace. Et donc on va commencer donc à partir de VE, qui est la première mesure de volume juste après l'équivalence. Et on va jusqu'à 25, parce que la burette fait 25 cm3. Et pareil, on choisit 20 valeurs. Alors que vont devenir les nombres de moles? Et ben, le nombre de moles d'Na+, et ben, ce sera toujours CB fois VB2 cette fois-ci. Et toujours pareil, on multiplie par un 10-3 pour mettre en litres. Le nombre de moles de H- maintenant, ben, qu'est-ce que ça sera? Ça sera CB, la concentration de la base, multiplié par, par le volume rajouté moins le volume à l'équivalence. Jusqu'à l'équivalence, il n'y a pas d'H-. Mais dès qu'on a franchi l'équivalence, le surplus de volume, c'est-à-dire VB2 moins VE, et ça sera le H- en excès. Et on multiplie par 1 10-3 pour mettre en litres. Donc là, on aura bien la formule qui donnera le nombre de moles d'H- en excès. Et enfin, le nombre de moles d'A-, pardon, et ça sera quoi? Ça sera pareil, ça sera donc 0 fois VB2 plus CB fois VE 1 10-3. Donc c'est-à-dire que on va avoir, si je reprends, le comment dire, donc le A-, en fait, les ions vont être, dès que tout H, comment je pourrais dire, avant l'équivalence, c'est H- qui est réactif limitant, donc c'est lui qui disparaît. Après l'équivalence, le réactif qui sera limitant cette fois-ci, et ça sera AH. Et comme il n'y aura plus d'AH, la concentration ou le nombre de moles d'A- ne pourra plus varier. Ça sera exactement le même que le nombre de moles d'A- à l'équivalence. Donc le nombre de moles d'A- sera donc égal à CB fois le volume à l'équivalence. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on va faire pour trouver le nombre de moles d'A- qui sera constant en fait. Il restera toujours constant puisque VE est constant et CB sera constant. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la création des graphiques. Donc les graphiques, moi je voudrais mettre nombre de moles d'Na+ en fonction du volume de base, nombre de moles d'H- en fonction du volume de base, et nombre de moles d'A- en fonction du volume de base. Pour écrire le graphique, on a vu ça, il faut utiliser la fonction plt.plot. On met en premier l'abscisse, VB1, VB2. On met en deuxième le nombre de moles, donc Na+, par exemple. On fera pareil pour OH- et on fera pareil pour A-. On met une couleur, par exemple bleu. Un label, c'est une petite information sur le graphique où on mettra Na+, H- et A- pour repérer les trois grandeurs. Et ensuite, on mettra des couleurs pour chacune des grandeurs. Et X label, Y label, donc c'est pour avoir un titre
pour l'axe des abscisses, où on mettra volume de la solution titrante en millilitres, et un titre pour l'axe des ordonnées. Donc PLT légende, ça permettra d'afficher la légende, et PLT choix, ça permettra d'afficher le graphique. Donc ça, on l'a déjà vu. Alors qu'est-ce que ça va donner, ce programme? Ça va donner un graphique. Ça va me donner un graphique si j'exécute le programme. Ce graphique, ça sera donc le volume de solution tente, donc volume de base, hein, ici, en millilitres. Et donc ici, je vais avoir les nombres de mol, la variation du nombre de mol. Donc nombre de mol d'A-. Alors par exemple, le nombre de mol d'A-, qu'est-ce que je sais? Je sais que je vais avoir aussi le nombre de mol d'H-, et je vais avoir le nombre de mol, on a dit H- et Na+. Alors qu'est-ce que je sais? Je sais que le nombre de mol d'Na+, c'est Cb fois Vb1 et c'est Cb fois Vb2. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le nombre de mol d'Na+, il augmente progressivement, de manière linéaire, dans la solution. Donc voilà, jusqu'à atteindre ici le volume à l'équivalence. Mais à chaque fois, le nombre de mol d'Na+ va augmenter comme ceci. Le nombre de mol d'Na-, moi je vois que une mol d'Na+ donne une mol d'Na-. Une mol pour une mol. Donc qu'est-ce que je vais avoir, moi? Jusqu'à l'équivalence, le nombre de mol d'A-, va augmenter comme le nombre de mol d'Na+. Mais dès qu'on atteint l'équivalence, il va y avoir une saturation. Puisque H, ici, là, AH, dans ce cas-là, sera limitant. Donc, on ne peut plus fabriquer de A-. Donc A- va rester constant. Alors qu'ici, H- est limitant. Donc si H- est limitant, ça veut donc dire que il n'y en a pas. Donc H-, sa concentration ou son nombre de mol, H- va réagir. Donc il n'y aura pas d'H- avant l'équivalence. Mais dès qu'on franchit l'équivalence, H- est en excès. C'est ce qu'on a dit ici. Après l'équivalence, H- s'écrit sous la forme Cb fois Vb2. Ici, on passe l'équivalence, moins le volume équivalent. Donc là, à partir de là, H- va augmenter, donc comme Na+, donc avec la même pente. Donc voilà ce qui va se passer au niveau du graphique produit par ce programme Python. Donc voilà ce qu'il y a à connaître pour le contrôle de jeudi.